Bonjour YouTube, aujourd'hui on va parler de comment on a réalisé notre caisson de gaz et tout le circuit. On va aussi vous faire un petit débrief de comment s'est passé le rendez-vous avec Caligaz, ce qu'ils ont vérifié, ce qu'ils n'ont pas vérifié. Enfin bref, on va essayer de vous donner le plus d'informations possible dans cette vidéo et on commence donc avec la réalisation du caisson de gaz. Pour ça on a récupéré du contreplaqué en 5 et 8 mm, on a fait un peu un mixte en fonction de ce qu'on avait. Donc au niveau des dimensions on a choisi pour mettre une bouteille de 13 kg de gaz, donc c'est quand même une grosse bouteille, voilà, pas obligé d'en faire une si grande, mais nous on s'est dit tant qu'à faire on a de la place, on fait ça. D'ailleurs cette bouteille elle sert uniquement au feu à gaz dans la cuisine, sinon on n'a pas d'autre utilité à ça. C'est certes un peu grand pour cette petite utilisation, mais au moins on en a pour un moment avant de la changer. Donc voilà pour la taille, et au niveau de l'emplacement on la mettra sous le lit, donc c'est pour ça on a de la place, donc on s'est dit on en fait une grande. Sinon pour ceux qui se chauffent au gaz et tout, qui ont vraiment une grosse consommation de gaz, il me semble qu'on peut mettre 2 fois 16 kg, donc si besoin voilà, vous pouvez quand même mettre vachement plus. Mais après ça change souvent les règles et tout, donc à vérifier quand même. Et sinon vous le verrez peut-être à la coupe de cheveux de Mathis, on l'a fait il y a vraiment un petit moment, on l'a fait vraiment au début de l'aménagement, parce que bah c'est pareil, il faut savoir où le mettre, parce qu'après il faut faire les aérations et tout, donc comme il y a beaucoup de choses à anticiper, on l'a fait quand même assez tôt. Et pour l'assemblage, voilà, rien de compliqué, c'était un peu de colle à bois, des vis par-ci par-là. Après dans tous les angles on a mis des tasseaux pour que ce soit bien solide, et à la fin ce qu'il faudra faire, parce que le but c'est qu'il soit étanche, c'est faire des joints, enfin voilà. Donc il y a beaucoup de petites choses à faire, mais rien de compliqué. Ah oui, juste le petit rebord en bas, c'est un truc fait exprès, c'est obligatoire pour l'homologation, je crois que c'est comme le gaz est plus lourd, c'est pas qu'il sorte, etc. Enfin bref. Et après, donc là il reste juste la porte et tout à mettre, mais on n'a pas filmé, donc on vous montrerai plus tard, mais en gros faut mettre la porte, les loquets, les joints d'étanchéité, enfin, voilà, c'est pas compliqué, mais juste faut y penser. Et maintenant qu'on a le caisson, on va pouvoir l'amener dans le van, et prochaine étape, faire les trous dans le van pour faire les aérations, tout ça encore une fois pour l'homologation, et juste pour notre survie tout simplement, vaut mieux le faire quoi. Bon bref, commençons les choses sérieuses. Donc déjà vous voyez, le but c'est qu'il soit sous le lit, et après pour le positionnement, ils ont un peu fait en fonction de où on pouvait percer en dessous, donc avec son papa ils ont regardé ce qui était plus simple, ce qui était possible ou pas, et comme ça ils ont choisi l'emplacement du caisson et l'emplacement des ouvertures. Donc pour les ouvertures c'est pareil, il faut un peu se renseigner, mais il y a un minimum d'aération à avoir, et en plus en fonction de la taille de votre caisson, il faut rajouter un pourcentage par rapport à la surface, enfin bref voilà, c'est assez spécifique, mais c'est pas difficile à trouver sur internet. Et nous comme on avait déjà acheté pas mal d'aération avant pour parce que voilà on savait pas trop, on en a pris plusieurs au fur et à mesure, on s'est retrouvé à faire 2 trous carrés, donc c'est vraiment pas obligé de faire 2 trous, c'est juste nous on avait ça, on a fait ça, mais tant que vous respectez la surface, peu importe qu'il y ait 1, 2, 3 trous, on s'en fout. Et une fois le bois et la carrosserie bien découpés, on a traité le tout, enfin je dis on, Mathis et son papa ont traité. Et d'ailleurs pendant que je faisais de la peinture, j'en ai profité pour peindre ce fameux caisson. Et là vous pouvez voir d'ailleurs qu'entre temps on a fait les joints dans tous les angles, et que tout autour de l'ouverture on voit aussi les joints d'étanchéité qui vont servir pour fermer la porte, etc. Ensuite à l'intérieur du caisson il restait des trucs à fixer, donc il s'est d'abord occupé du détendeur. Il m'a dit d'ailleurs que les détendeurs devaient faire 30 millibars, donc voilà, je vous le dis. Donc il l'a positionné pour savoir où il fallait trouer, ensuite il a fait les petits trous, enfin voilà, je sais pas trop, il s'est dépatouillé pour tout fixer. Ensuite il fallait aussi fixer quelque chose qui tienne la bouteille en hauteur, donc grâce à ce truc là, je sais pas comment ça s'appelle, avec une sangle, et en bas il fallait aussi que ce soit fixé, donc cette fois avec des tasseaux. Et pour les aérations, en plus de celles à l'intérieur, il a fait faire les mêmes mais pour l'extérieur, du coup en femelle. Si jamais vous vous posez la question de où, c'est juste son frère qui a une imprimante 3D et du coup il a fait ça. Et pour la fixation c'est un peu de mastic et des vis, et voilà, rien de plus. Pour l'intérieur on peut voir que c'est les mêmes grilles du coup en mâle, et après du coup il a pu fixer directement le caisson dans le sol. Voilà globalement pour ce qui est des aérations. Maintenant on va parler de tout ce qui est cuivre, tuyaux, soudure, un truc auquel je n'ai pas participé mais j'ai les infos, normalement, à peu près. Déjà avant de fixer le caisson ils avaient fait des tests et tout avec un peu la longueur de cuivre qu'il fallait. Pour info on a pris du cuivre recuit, donc vaut mieux bidouiller la forme et tout du cuivre avant de fixer le caisson parce que sinon c'est chiant, enfin je pense que ça dépend où il est placé mais ça peut vous gêner. Donc eux ils ont fait ça avant pour donner la forme, à peu près la longueur qu'il fallait, et du coup il m'a dit qu'ils avaient fait des soudures à l'argent là où il y avait des angles droits et aux 2 extrémités, donc le raccord avec le caisson et le raccord avec nos plaques de gaz. Et pour le coup c'est pareil, c'est beaucoup de matos, mais encore une fois on avait de la chance parce que son papa qui est en plein travaux avait tout ce qu'il fallait, donc on n'a rien eu besoin d'acheter. Mais c'est vrai que c'est aussi à prendre en compte si jamais vous voulez faire une installation comme ça. Je sais pas trop si c'est cher, mais je crois que le cuivre un peu, enfin je sais pas trop. Et voilà, globalement ils ont passé un bon moment sous cette cuisine, et je crois que j'ai tout dit. Ah oui, si vous voulez faire une installation avec des trucs flexibles et pas rigides comme là on a montré, et bah sachez que c'est interdit, voilà. Nous on s'est dit avec les vibrations un truc flexible ce serait mieux, donc oubliez cette idée. Allez on passe à la suite. Et pour la suite on va un peu parler de nos plaques de gaz, parce que c'est pareil, ça c'était un choix, on était vraiment pas sûr. En gros on n'a pas acheté une plaque spéciale camping-car, mais une plaque de maison classique, et le problème c'est que d'après les normes faut que les brûleurs soient fixes, donc j'ai demandé à Mathis de me montrer et de m'expliquer comment il avait fait afin de vous procurer ces images. Tadam.
Et pour justifier notre choix, si vous vous posez la question, on a pris ça parce que les trucs de camping-car, c'est souvent pas pratique, assez petit, plus cher et très moche. Voilà, disons les choses. À présent, nous allons repasser à l'arrière du van, cette fois pour fixer la porte du caisson, parce qu'à un moment, le but c'est d'avoir un caisson étanche, donc il faut bien une porte et tester l'étanchéité. Donc pour le moment, on a juste fixé les charnières, on mettra les loquets un peu plus tard. Déjà, rien qu'avec les charnières, je peux la tenir fermée et on peut tester s'il y a une fuite au niveau du raccord entre le tuyau de cuivre et le caisson. Et pour tester l'étanchéité, Mathis a eu l'idée de se munir d'un rouleau de scotch pour en mettre sur les aérations. Et en deuxième étape, ah oui non, rater ses fesses c'est pas vraiment une étape, mais voilà. Sinon, étape suivante, c'était du coup de prendre une cigarette électronique et de fumer directement dans le tuyau de cuivre pour voir s'il y avait une fuite. C'est peut-être sûrement pas comme ça qu'on fait d'habitude, mais écoutez, ça a bien fonctionné, hein, on a directement vu. Et on vous a même fait un petit plan de l'intérieur parce qu'on a des personnes investies et qu'on trouvait ça un peu drôle. Voilà. Bon, sinon, on a quand même mis les loquets parce que le but, c'est quand même pas que ce soit moi qui la tienne la porte, mais qu'elle tienne bien avec les loquets et qu'il n'y ait pas de fuite. Bon, et globalement, voilà, on a fait plusieurs tests, on a quand même rajouté un quatrième loquet parce que ça sortait un petit peu. Après, c'est un peu bête parce que c'est pas précis, on sait pas vraiment la pression qu'on met, mais en vrai, on a bien forcé, donc on a mis pas mal de pression, donc je pense que c'est bon. C'est vraiment très bancal, hein, ne faites pas ça, peut-être faites des trucs un peu plus professionnels. Bref, toujours est-il que nous sommes prêts pour l'homologation. Donc en gros, pour ceux qui veulent faire homologuer leur van, c'est soit prendre un rendez-vous chez Galigaz ou chez Veritas. Nous, on a pris Galigaz parce que Veritas n'a pas répondu, mais on aurait peut-être dû prendre Veritas parce que déjà c'est moins cher et on a eu que des galère avec Galigaz, mais ça je pense qu'on va en parler de vive voix parce qu'on va faire un petit débrief et on va tout vous raconter. Plus fort, faut que la balle entende. Plus fort. Plus clac. Là, c'est bien là. J'aime quand tu fais l'intro. Bonjour. Mais c'est pas une intro parce que la vidéo a déjà débuté. Donc Ok. bienvenue dans la suite. Ok. Donc, il faut qu'on commence par pourquoi Galigaz c'est des grosses merdes. La prise de rendez-vous. Comment ça s'est passé? Comment on fait? Déjà de base comment on fait? Comment tu t'es débrouillé? Ok. Donc, après avoir cherché sur internet qui pouvait faire l'homologation du gaz, donc il y avait Veritas, oui c'est ça, Veritas et Galigaz. Ouais. Veritas était un tout petit peu moins cher, c'est pas grand chose, mais c'était un petit peu moins cher que Galigaz. Sauf que Veritas ne nous a jamais répondu, que ce soit par mail ou par téléphone. On a envoyé plusieurs fois, on a appelé plusieurs fois, ils nous ont jamais répondu, donc on n'a pas eu trop le choix en fait. Donc par défaut, on est allé chez Galigaz, et ça s'est pas très bien passé. Je vais essayer d'être gentil avec eux. Bienveillant. Compréhensif. Ils le méritent pas, mais je vais essayer. Non, en vrai, peut-être que pour nous, c'était pas une bonne expérience. Peut-être que c'est pas le cas pour tout le monde, on n'en sait rien. Peut-être que juste pour notre dossier à nous, ça a merdé et voilà, on n'a pas eu de chance. Mais en gros, pour l'histoire, on a fait la première demande de dossier en octobre. Donc pour monter le dossier et pour... parce qu'il faut savoir que Galigaz, on ne peut pas leur poser de questions tant qu'on n'a pas payé. Ouais. Oui, voilà, on peut pas leur poser de questions techniques tant qu'on n'a pas payé. Donc, on a d'abord lancé le dossier pour pouvoir payer. Donc, on a payé 360 €. Ouais, parce que dans les 360 €, bah, ça fait partie. Enfin, avoir un technicien en ligne, ça fait partie du contrat. Le forfait, il y a donc l'accès, la possibilité de discuter avec un technicien. Autant de fois qu'on veut. Autant de fois qu'on veut, c'est bien mis en avant. Voilà. Donc, on a fait le dossier, payer les 360 €. Et donc à partir de là, nous on a du coup dès que ça a été validé, qu'on avait payé, on avait l'accès au technicien. Donc première chose qu'on a fait, c'est l'appeler. Comment ça marche? En fait, vous n'appelez pas le technicien, vous faites une demande de questionnement au technicien. On fait une demande à Galigaz, au centre de contrôle d'appel de Galigaz. Ils nous disent ok, on va faire une demande et ensuite on attend que le technicien nous appelle. Et ça prend souvent... Et déjà, c'est là où ça déconne, parce que on sait pas quand est-ce qu'il nous appelle en fait. Ça peut être le lendemain, ça peut être une semaine après. Oui, mais voilà, tu vois, ça peut être n'importe quand en fait. Ouais, mais globalement, c'était au moins 1 ou 2 semaines. La dernière fois, le dernier appel, c'était le lendemain. Ah ouais, peut-être parce que tu leur as fait peur. Ouais, c'est peut-être ça. Mais bref, on sait pas quand est-ce qu'il nous appelle. Et en plus de ça, il nous appelle en numéro privé, ce qui fait qu'on ne peut pas le rappeler. Donc en fait, il faut être disponible H24 avec son téléphone à côté. En fait, le problème, c'est pas vraiment que ce soit un numéro masqué, parce que c'est normal, parce que s'il y a des gens qui sont cons et qui les harcèlent, c'est pas le but. À la limite, ça oui. Mais le truc, c'est qu'il faudrait au moins que quand ils n'arrivent pas à te joindre, ils te rappellent dans l'heure. Parce que t'es peut-être à la douche, aux toilettes. Voilà, donc en fait, le problème, c'est ça. C'est que la première fois où ils nous ont appelé, c'était tôt le matin. On était en train de dormir. Bah, t'as pris le téléphone.
Voilà, le temps que je prenne le téléphone, que je me réveille, que je capte que c'est eux, parce que c'est un numéro masqué, je prenne le téléphone, je vais pour décrocher, au moment où je vais pour décrocher, ça s'est coupé, parce que j'ai été trop lent. Du coup, ma rebelote, on rappelle le service client, on leur dit qu'on n'a pas pu avoir le technicien, ils font une deuxième demande, donc il faut encore attendre une semaine que le technicien nous rappelle. Là, je crois que je l'avais eu. Ouais, t'en as eu 2 finalement. Ouais. Donc on a réussi à avoir un premier technicien. Je suis en train de pleurer, j'ai mal à la gorge. Je mange du miel. Donc on a réussi à avoir un premier technicien. On lui a posé les questions qu'on voulait. Il a répondu à nos questions, à peu près. Si, ça va quand même. Ça va, hein, mais voilà. Sachant que du coup, c'est pas le technicien qui va faire la validation de notre dossier, enfin qui va venir visiter le camion. C'est un technicien. C'est un technicien en France. Et on n'a jamais le même au téléphone. Et c'est là où c'est intéressant parce qu'on avait d'autres questions. Donc on a refait une demande qu'on a encore attendu je sais pas combien de temps avant qu'il nous rappelle. Ouais. Un autre technicien, donc un technicien différent du premier, nous a rappelé. On lui a posé, et du coup j'ai fait exprès, je lui ai reposé les mêmes questions en plus de ce qu'on avait, les mêmes questions que j'avais posées au premier. Et on n'a pas eu les mêmes réponses. C'était sur quoi qu'on avait Forcément, sinon ça aurait été trop facile. Sur les plaques de gaz. Sur le fait de pouvoir... surtout. Ils n'étaient pas d'accord sur leurs réponses. Donc en fait, on ne sait pas ce qui... Nous, le questionnement qu'on se posait, c'était est-ce qu'on peut avoir une plaque de maison qui n'est pas officiellement pour les camping-cars, même si nous, de nous-mêmes, on fixe les brûleurs, est-ce que ça passe? L'un a dit oui, l'autre a dit non, enfin voilà. C'était pas très clair. Donc ça, c'était la partie technicien. Au bout d'un moment, on a bien compris qu'en fait, peu importe les questions qu'on avait, ça servait à rien d'avoir la réponse parce que ça dépendrait du technicien qui nous ferait la visite. Donc on a un peu dit, on croisera les doigts et on verra si ça passe. Ouais. C'est un peu ce qu'on a fait. Hein. Oui. Voilà. Deuxième partie de cette histoire. Prendre rendez-vous. Prendre rendez-vous. Et là, c'était drôle aussi. Ah, c'était encore plus, c'était plus n'importe quoi. Ah oui, c'était pire. J'ai la gorge qui pique. Ah ouais, de l'eau. De l'eau. Ok. Ça ira plus mieux dans 5 secondes. Mais... Donc, deuxième partie de l'histoire. On a fait la demande donc, de rendez-vous. Notre dossier était déjà validé, tout était fait. On avait posé nos questions aux techniciens, machin. Là, c'était juste fixer une date et un lieu de rendez-vous. Donc, on fait notre demande de rendez-vous début janvier, tout début janvier, la première semaine de janvier. On leur explique, on sera disponible donc que jusqu'à fin février, au 24 février. C'était notre date maximum pour pouvoir faire le rendez-vous. Ça nous laissait 2 mois quand même. Ouais. On leur a bien dit ça, ils nous ont dit pas de soucis. On leur a dit où on habitait, ils nous ont donc dit que ce sera à tel endroit, c'était à 1 heure de route. Voilà, sur une aire de repos. Donc ok, on fait la demande, ils nous la valident très bien. Et donc ils nous disent, vous allez recevoir dans les jours qui suivent une confirmation avec l'heure et le lieu de rendez-vous. Enfin la date, l'heure et le lieu de rendez-vous. Très bien, 1 semaine se passe, pas de confirmation. 2 semaines se passent, pas de confirmation. Et sur la 3e semaine, je les ai rappelés. Et au téléphone, ils nous ont dit en gros que le dossier avait été bloqué. Mais je sais pas pourquoi. Pour aucune raison, ils nous ont pas donné de raison. Hein. Ouais, mais il a été bloqué genre informatiquement parlant parce qu'il n'y avait pas de problème dans le dossier. Il n'y avait pas de problème dans le dossier, juste il était bloqué sur leur réseau, j'en sais rien. Donc j'ai passé une demi-heure au téléphone avec... on me faisait faire du ping-pong entre plusieurs personnes là. Et au final, la dernière personne, ils étaient très gentils au téléphone, ça y a pas de souci, me dit je prends le truc en main, je vous le débloque et je relance comme ça au moins vous êtes sûr que là il sera pris, en gros il remet à zéro le dossier et elle le relance, donc au moins c'était sûr que ça allait être bon. Donc très bien, je raccroche. Coucou Dali. Je le regardais aussi. Tu veux le faire rentrer? Oui. Donc on attend encore 1 semaine, 2 semaines, toujours rien. Au bout de 2 semaines, donc là on commençait à être début février, sachant que nous, à partir du 24 février, on n'était plus disponible. Dis bonjour. Un mot? Pas de mot. Voilà. Donc arrivé mi-janvier, toujours rien, pas d'infos, pas de rendez-vous. Donc là je les rappelle, je passe 1 heure au téléphone avec eux. Le dossier était toujours perdu je ne sais où, donc j'ai commencé à m'énerver gentiment avec eux. Leur dire que voilà, on payait 360 € pour un service qui était inexistant. En gros, hein, c'est ça. Hein. Et donc, j'ai encore fait du ping-pong pendant 1 heure avec plein de personnes différentes. Et la dernière personne m'a dit, je m'engage, en gros, elle m'a vraiment dit, je m'engage à ce que là, quand on raccroche le téléphone, dans les 10 minutes qui suivent, vous avez une confirmation de rendez-vous par SMS. Bon, très bien, ça commence bien. Et en plus de ça, elle m'a dit, pour vous, entre guillemets, dédommager, si vous voulez, je vais essayer de me débrouiller pour vous mettre en relation, pour que vous posiez des questions avec la personne, le technicien qui va vous faire la visite. Je me dis, super, ils sont gentils, ils nous font un petit
Petit truc sympa et tout, cool. Je raccroche. Le technicien ne m'a jamais appelé, hein, vous en doutez, du coup. Mais on a eu une confirmation de rendez-vous dans les 10 minutes qui ont suivi. Génial. Petit SMS, rendez-vous confirmé à machin. Le 13 mars. On était dispo que jusqu'au 24 février. Hein. Voilà. Le 13 mars. Autant vous dire que ça commençait à faire beaucoup. Donc je les ai rappelés encore. Et donc là je me suis un peu plus énervé encore. Je suis toujours poli, hein, bien sûr, on reste poli quand on s'énerve, mais parce que c'est pas la personne en face qui... c'est pas son problème, enfin voilà, c'est un problème global. Mais je me suis un peu fait comprendre et du coup elle me dit mais en fait on peut pas avoir de rendez-vous, c'est trop tard. En gros on était quasiment une semaine avant le rendez-vous quoi en fait, c'est ce moment-là quoi. Enfin, une semaine avant le 24 février, là où après on pouvait plus quoi. Et elle me dit, bah là ça va plus être possible. Et comme c'est un réseau national, je lui ai dit, bah dans ce cas-là, proposez-nous un rendez-vous, mais à un autre endroit. On savait qu'on allait au Pays Basque, donc je lui ai dit, proposez-nous un rendez-vous au temps du Pays Basque. Et elle me dit, bah ok, je vous rappelle dans 5 minutes et je vous dis ce qu'on a. Il me rappelle, et la dame me dit, bah en fait on vous a trouvé un rendez-vous dans 5 jours, juste là, donc 2 fois moins loin que ce qu'ils nous avait prévu à la base, à 25 minutes de là où on était. Du coup, voilà, oui, c'est bon, il y a des places à la semaine prochaine. Alors, à la fois soulagé et saoulé, parce que si c'était si simple que ça, pourquoi on a passé 2 mois et demi à galérer, je sais pas. Bref. Donc, on a eu notre rendez-vous et le technicien est bienvenu. Hein. Ça aurait pu bien continuer dans ce coup-là. Hein. Le mec vient pas. Au final, on a eu notre rendez-vous. Nous, on est allé au rendez-vous. On avait fait normalement à peu près tout dans les règles. Hein. Oui, je crois que... Enfin, de ce qu'on pensait. Il n'y avait plus trop de zone d'ombre, quoi. On savait... Ouais. On avait posé nos questions et tout. Et donc, le rendez-vous se passe comme le micro. Tu fais pas un peu trop levé, tu fais tout raplaplatir. Bon, à foutre, je suis calé. Regarde, je vais mettre mon pied là. Bon, du coup, pour le rendez-vous, on a fait des petites notes. Pour pas oublier, parce que ça date déjà d'il y a du coup février et là on est en mai. Du coup on a fait des petites notes pour pas oublier comment ça s'est passé le déroulement. En gros, le technicien il arrive sur le parking comme ça, toc toc. Voilà. Un parking de Super U. Un parking de Super U. Et il arrive, il nous dit bonjour. Et Cash il fait enfermez-moi. On était là, ok. On n'est pas assez pour ça, monsieur. On vient de se rencontrer quand même. Bref, on l'enferme. Il nous a demandé ça 2 fois. La première fois, je crois, c'est parce qu'il se met à l'intérieur et il regarde s'il peut ouvrir tout seul, s'il n'y a pas de truc qui gêne ou quoi. Et la deuxième fois, il a fait ça, mais en mettant la sécurité enfant. Oui. Genre, on savait même pas, mais en gros, derrière la porte, je sais pas trop. La porte latérale. Ouais, derrière la porte latérale. Bah oui, parce que notre issue de secours, c'est la porte latérale. Les portes à l'arrière, elles comptent même pas au final. Enfin, ils s'en tapent. Et du coup, il regarde si avec la sécu enfant, si la sécu enfant marche bien. Je sais pas, après, il a mis un En gros, si elle peut pas s'activer par accident. En fait, c'est ça qu'il vérifiait. Ouais. Et après, il l'a quand même. C'est lui qui l'a condamné ? Ouais, il a mis un autocollant dessus. Ouais, bon voilà. Parce qu'en soi, on n'a pas besoin, quoi. Enfin, bon, bref. Ça, c'était le premier truc. Ensuite. Ah oui. La serrure extérieure. En gros, on a déjà parlé dans le van tour. La serrure là qu'on avait mis à l'extérieur, c'est interdit en France, donc il l'a vu et il nous a dit ça va falloir l'enlever, donc on était un peu sur le cul sur le moment, mais c'est comme ça quoi. Sachant que c'est la marque Tulle, enfin c'est pas une marque française, donc en soi ils ont le droit de le vendre, mais c'est un matériel exprès pour les fourgons, les camping-cars. Oui, c'est fait exprès, mais si en exprès, France... c'est juste que c'est interdit dans les normes françaises. Oui voilà, donc faites gaffe, n'achetez pas ça, ou... Achetez-le, mais après. Ou sinon faites pas homologuer votre van, voilà. Du coup, la serrure, il a dit, normalement, ça passe pas, c'est contre visite. Il nous a dit, si vous nous envoyez une petite photo, une vidéo, et que vous l'avez bien enlevé, enfin, du coup, meulé, c'est bon, donc on a fait ça. Ensuite, il a été voir le caisson à l'arrière, donc le caisson de gaz. Il regarde, donc il ouvre, il regarde si la bouteille de gaz, elle est bien fixée, donc à un point haut et un point bas. Il nous avait dit un peu de resserrer la sangle, je crois, au final. Ouais. Il avait dit, il faut un peu la resserrer, mais enfin, c'est tout. Il a chipoté, en vrai. Oui. Après, du coup, c'est pareil, il y a des petites étiquettes à mettre, je les ai filmées parce qu'on savait pas du tout lesquelles fallait mettre. Il nous a dit, vous mettez celle-là, 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 donc on l'a fait devant lui, comme ça, on était sûr que c'était bon. Oui. Je rajoute pour la bouteille de gaz, parce que ça, on avait posé la question aussi au technicien. Et pareil, ça, il était incapable de nous... Enfin, en gros, on savait pas si c'est eux qui faisaient la mise en pression du circuit de gaz pour voir s'il y avait des fuites. Oui, parce que sur le site, on savait pas. Il y a des trucs qui disaient oui, c'est eux qui le font, d'autres c'est non. Ouais. Et moi, je leur avais demandé au premier. Le premier m'a dit oui, on a un système, on a le machin là qui met sous pression et ils ont leur gaz de détection de fuite. Et le deuxième m'a dit non, c'est pas à nous de le faire, c'est à vous. Donc on savait pas. Ouais, mais au final, j'avais encore, tu sais, genre sur Insta, le van migrateur, des fois ils mettent des stories en mode poser des questions. Et j'avais quand même posé la question, genre sur leur
sur leur story Insta, et elle avait bien répondu, ou il, mais je crois que c'était elle qui avait répondu, que c'est nous qui devons le faire, donc avant le rendez-vous. Donc soit tu peux aller louer des petits appareils qu'ils font, soit je sais plus, mais en gros tu te démerdes avant quoi. En gros tu peux faire une attestation sur l'honneur que ton truc il est étanche quoi. Oui mais après s'il vérifie devant toi et que c'est pas du tout bon... oui, non mais voilà. Bah nous pour le coup ça il a pas vérifié. Mais il a pas vérifié, voilà. Il a pas vérifié si c'était bien. Un petit poil. Voilà. Donc ça il a pas vérifié, mais c'est vrai que c'était aussi, on savait pas du tout, genre on s'est dit, enfin c'était pas clair ça aussi. Ouais. Il y a plein de trucs qui étaient pas très clairs, enfin bref. Donc, cool. Ensuite les aérations... donc c'est toutes les aérations, que ce soit haute ou basse, il les regarde déjà physiquement si elles sont bien là, et ensuite il peut demander les factures pour voir si y a bien la taille minimale à respecter pour chaque aération. Section minimale, ouais, la section minimale, parce que c'est en fonction de la taille du véhicule. De la superficie projetée du véhicule. Ouais, et des petits calculs à faire pour savoir combien vous devez mettre au minimum d'aération. Tu vas plus te retenir. Tu crois que je la refais? Non. Bon, du coup, en gros, il faut avoir la facture de votre lanterneau et de votre aération basse pour qu'il ait les petites dimensions et tout. Ouais. Ensuite, comme c'est pour le gaz, il a voulu voir la plaque signalétique de notre plaque de cuisson. Donc ça, elle était un peu chiante d'accès, mais heureusement, t'avais pris une photo. Donc tu lui as montré... ouais, je sais pas trop ce qu'il a regardé. En fait, il regarde la puissance des feux et la norme européenne de la plaque. Parce qu'il faut quand même que ce soit une norme certifiée européenne, quoi. Je crois que c'est ça qu'il avait regardé. Et le dernier truc, j'ai mis la vanne d'arrêt. Tu veux quoi? On t'a pris ta place? Le dernier truc qu'il a vérifié, c'était la vanne d'arrêt. Comme nous, on a que le feu, enfin qui est au gaz, on a que ça, la plaque de cuisson. Et ben on a qu'une vanne d'arrêt, donc qui est près du caisson, en gros. Ouais. Mais je crois que quand on a... Non, la vanne d'arrêt, c'est la bouteille. Oui, la vanne d'arrêt, c'est la bouteille. Mais quand t'as plusieurs objets qui sont reliés, il faut une vanne d'arrêt ailleurs, c'est ça? Ouais, s'il y a plusieurs choses qui utilisent le gaz, il faut une vanne d'arrêt par utilisation, quoi. Ouais. S'il y a la plaque de gaz et le chauffage au gaz, par exemple, il faut une vanne d'arrêt pour le chauffage et une vanne d'arrêt pour la plaque. Il faut qu'elle soit accessible de l'intérieur et qu'il n'y ait pas besoin de sortir et tout. Par contre, s'il n'y a qu'un truc, non, il n'y a pas besoin que ce soit accessible. Bon bref, il y a des petits trucs comme ça. Après, moi j'avais noté que ça, t'avais d'autres trucs que tu te rappelles? Non, il a juste mesuré les longueurs de tuyaux, de la tuyauterie, parce que du coup on a fait... Ah oui, ça doit être toutes les 50 cm, non? Ouais, en fait ça c'est de la tuyauterie... Enfin c'est du cuivre recuit qu'on a utilisé, avec des soudures à l'argent qu'on a fait nous-mêmes. Et il a quand même regardé la longueur de tuyaux entre la bouteille et la plaque de cuisson. Il a mesuré à peu près, hein, il a fait ça avec son mètre alors que rien n'était accessible, pour avoir une idée, et il a regardé vite fait les fixations, il a même pas regardé les soudures, il a pas regardé grand chose. Voilà, c'était pour donner une petite idée de ce qu'ils peuvent faire. Après, ils peuvent faire plus, ils peuvent faire moins, comme d'hab, mais... Ouais, je pense. Voilà, c'était pour un petit débrief, quoi. En fait, nous, ce qui nous faisait un peu plus peur, c'était parce qu'ils sont censés vérifier tout ce qui est largeur d'issue de secours, donc la largeur entre notre banquette et notre cuisine, si la table ne gêne pas à la sortie... nous on avait même entendu parler qu'il fallait que les portes arrière qu'on puisse les ouvrir même quand elles étaient fermées, quand on était dans le lit, que le lit ne gêne pas, des choses comme ça. Il a rien vérifié tout ça, je sais pas s'ils le font pas ou si lui ne l'a pas fait, mais bon, voilà, ça a pas été vérifié. Après les portes arrière normalement c'est pas considéré comme des issues de secours, donc oui, mais bon, techniquement... moi j'avais lu que des fois il le faisait alors... Ouais, c'est vrai que bon, voilà, c'est un retour d'expérience, mais... Ce sera un peu au petit bonheur la chance avec qui vous tombez, quoi. Voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit. Oui. Nali est parti, on va faire pareil. On va partir où? Du cadre. Ok. Ah, tu veux qu'on fasse ça?